Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur qui a repris la route des brasseries pour une 7e saison. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement varié qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse du coût des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 2, Alban de Coster et Benoît Dervaux, brasserie Moulin d'Ascq à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. C'est en 1999 à Villeneuve-d'Ascq que Mathieu Lepoutre crée la brasserie Moulin d'Ascq, la première brasserie 100% bio de France. Et le bio n'est pas un vain mot. Au-delà de brasser des bières à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, la brasserie Moulin d'Ascq est aussi très soucieuse de son impact sur l'environnement et ne cesse, au gré de son développement, d'investir et d'innover pour réduire son empreinte carbone. Le jour de notre visite, c'est Alban de Coster, le gérant de la brasserie Moulin d'Ascq, qui nous accueille. Bonjour, je suis Alban de Coster et ravi de t'accueillir. Bienvenue à la brasserie Moulin d'Ascq. Alban, on est dans la 2e brasserie Moulin d'Ascq, puisque en juin 2021, la brasserie s'est installée dans ses nouveaux locaux, dans ce nouveau bâtiment. Un bâtiment qui a toute une histoire, on va en reparler dans ce podcast. Mais on va d'abord revenir sur l'ancienne brasserie. On est en 99, un entrepreneur, ancien cadre en entreprise, Mathieu Lepoutre, se pose beaucoup de questions. Il traverse la crise de la quarantaine et un jour, il reprend son costume et sa cravate pour devenir brasseur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mathieu, en fait, il a une carrière professionnelle dans le domaine du commerce. À l'âge de 40 ans, il se retrouve assureur au GAN et là, vraiment, il se pose des questions sur la suite. Il a toujours au fond de lui une âme un peu d'artiste. Il aurait souhaité, je pense, devenir vigneron. Et donc il se dit être vigneron en région Nord, c'est pas forcément évident. Il commence à regarder un peu ce qui se passe. Il se dit finalement sur mon terroir, on est plutôt à fabriquer de la bière. Et là, il rencontre Daniel Thirier à la brasserie Esquelbec et il va à sa rencontre. Daniel lui ouvre ses portes, super sympa. Daniel a démarré sa brasserie de 3 ans avant. Mathieu arrive là, il voit des cuves qui brillent, il se dit c'est canon. Finalement, si ce gars-là, qui était lui-même 2 ans avant, cadre commercial aussi dans une enseigne de distribution du Nord, il est capable aujourd'hui de brasser sa bière et de démarrer comme ça from scratch, moi pourquoi pas. Donc c'est le début en fait de ce projet qui mûrit pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, il arrive avec une feuille de route assez claire sur ce qu'il a envie de faire, un nom de brasserie qu'il a envie de poser à Villeneuve-d'Ascq. Et là-dessus, en fait, il cherche du coup un endroit pour poser sa brasserie. Et il va voir un de ses cousins qui se trouve être Thierry de Coster, donc qui est mon oncle. Et Thierry, en fait, a une histoire assez marrante. C'est un gars qui a travaillé dans le domaine de l'agriculture pendant quelques années. On va qualifier d'agriculture intensive, à balancer des pesticides, des engrais pour optimiser la production des agriculteurs plutôt en Haute-Normandie. Et lui aussi, gros virage à 180 degrés. À un moment de sa vie, il se dit ça n'a pas du tout de sens ce que je fais. Et il crée, il rachète un vieux corps de ferme en 95 qu'il réhabilite carrément à Villeneuve-d'Ascq, rue des Fusillés, et avec l'intention de créer un pôle d'attractivité autour des métiers de la bio. Et donc il crée un des premiers magasins bio à l'époque à Villeneuve-d'Ascq, qui s'appellera après Saveur et Saison. Et donc sur ce corps de ferme, on trouve un fournil, des restaurants bio, des activités autour du développement durable, des architectes qui sont en train de réfléchir à comment mieux construire. Et il crée cette activité avec vraiment du social. Au départ, un magasin avec que des salariés qui sont exclus de l'emploi depuis quelques années, donc vraiment une démarche écologique et sociale. Et Mathieu vient présenter son projet donc à ce cousin, Thierry, en lui disant je cherche à poser ma brasserie. Thierry lui dit vas-y banco, c'est canon. On va construire un bâtiment pour ta brasserie. La seule contrainte entre guillemets que je t'impose, c'est que il va falloir que tu brasses en bio. Ah bon, ok, pourquoi pas quoi finalement quoi. Bio, ça veut dire que c'est des matières qui sont correctement sourcées, qui sont certainement mieux produites que dans le conventionnel. C'est pas forcément une contrainte très forte. Et donc Mathieu se dit allez banco, vas-y, on construit le bâtiment, je m'installe, et il arrive en 99 avec son projet là, sur Villeneuve-d'Ascq. Et c'est ainsi que Moulin d'Ascq devient la première brasserie 100% bio en France. Elle démarre 100% bio, c'est assez visionnaire à l'époque. Ouais, je pense que effectivement c'est ça, il n'y a pas de brasserie 100% bio, on a une bière qui est déjà bio, on a la Jade en région Nord pour le coup, arrivée en 86.
Donc c'est super visionnaire et ça l'est un peu trop, je pense d'ailleurs, parce que au premier abord, les réflexions des clients, c'est bon, attends, ta bière bio, probablement qu'elle pétille pas, puis elle doit pas être alcoolisée, puis bon, enfin aucun intérêt quoi. Le marché du bio en 99 est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, même si on connaît un petit revers en ce moment, mais on va dire sur les 5 dernières années, même les 10 dernières années, le marché du bio a explosé. Donc en 99 c'est pas le cas. Donc on va dire que Mathieu au départ il y va avec son bâton de pèlerin, il prospecte autour de chez lui, un peu en mode spirale, d'abord autour de Villeneuve d'Ascq, puis après à côté autour de Lille, et puis un peu plus loin, et puis petit à petit ça se développe, mais pas non plus de manière exponentielle, quoi. Donc en 2005, il se retrouve avec quelques difficultés, notamment de production, parce qu'en fait quand on démarre, Mathieu, il connaît pas forcément grand-chose, il s'associe, enfin il recrute un gars qui vient des labos de chez Heineken, donc c'est pas non plus un brasseur, donc ils commencent ensemble et tout ça fonctionne, mais en 2005, ils se retrouvent avec des problèmes de contamination. Quand on connaît un peu le monde de la brasserie, la contamination, c'est horrible, parce que malheureusement, on met quand même du temps à s'en sortir, à identifier d'où vient la problématique, et donc rapidement, ça se ressent sur la trésorerie de la structure, et là, il a besoin de se faire accompagner, donc il y a un de ses cousins qui vient de quitter le monde de l'industrie agroalimentaire, une grosse structure, et qui arrive avec un peu de cash financier et qui vient alléger un peu l'entreprise, qui l'accompagne pendant 10 ans, jusqu'en 2015, pour développer l'entreprise. Et ils font un bon bout de chemin ensemble, en commençant à structurer correctement le marché du bio. C'est là qu'on a la brasserie Moulin d'Ascq s'installe chez Biocoop, chez Naturalia, chez Botanique, donc un peu au national dans toutes les enseignes bio. Et le marché est en plein développement. Et en fait, Moulin d'Ascq a la chance qu'à chaque fois qu'il y a un magasin bio qui ouvre en France, on n'est pas encore sur un marché de la bière artisanale qui est explosé, donc l'offre est quand même encore relativement limitée. Donc à chaque fois qu'il y a un magasin qui ouvre, il y a une bière Moulin d'Ascq dans les magasins bio, quoi. Ce compagnonnage va durer pendant 10 ans, et puis ils vont se séparer, mais pas de la meilleure des façons. En fait, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire qu'il y a un cédant, il y a donc c'est ce cousin qui a rejoint Mathieu en 2005, part à la retraite en 2015. Quand on part, on valorise l'entreprise, et on n'est pas forcément d'accord entre le cédant et l'acheteur. Et donc, comme ils ne sont pas d'accord, le cousin en question, qui est devenu majoritaire, décide de mettre en vente la brasserie Moulin d'Ascq, et il trouve preneur d'une brasserie locale, familiale, qui se dit, oui, pourquoi pas, avec Moulin d'Ascq, on peut faire des choses sympas. Et donc, se positionne pour racheter la brasserie. Donc, la brasserie est vendue. Donc, en 2015, Mathieu, fondateur de la brasserie, ayant perdu la majorité, se retrouve finalement un peu le bec dans l'eau, à 55 ans, en se disant, en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Je perds ma boîte, je perds mon bébé, c'est pas possible. Et heureusement, il y a un pacte d'associés qui les lie tous les deux. Dans ce pacte d'associés, il y a un acte de préemption possible. Et donc là, on rentre un peu dans l'aspect technique, mais pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on a la possibilité en tant qu'associé de faire une contre-proposition à l'offre qui est faite par cet autre concurrent. On est vraiment dans j'adore la BD, pour ceux qui connaissent les Maîtres de l'Orge, c'est l'univers parfait. Donc la situation est critique, la brasserie est vendue, mais c'était sans compter sur l'homme providentiel, et c'est là que tu interviens en 2015, tu arrives à la brasserie. Alors l'homme providentiel, ça c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas c'est un peu comme ça que ça se passe quand même, et c'est vraiment des rencontres et des décisions qui se font en peu de temps. C'est ça que je retiens, qui est assez génial dans cette histoire. Moi j'ai à l'époque 35 ans, j'ai changé de boulot 3 mois plus tôt, dans une boîte dans laquelle je m'éclate. J'ai été recruté par un de mes anciens clients avec qui je m'entends super bien, mais avec toujours cette envie d'entreprendre. Ça fait 15 ans que je suis salarié, 15 ans que je me dis tous les jours, mais en fait il manque quelque chose dans ma vie professionnelle, quoi. Et là, j'ai mon oncle Thierry, que je vois pas très souvent, mais avec qui je m'entends super bien, qui vient à la maison, dîner à la maison, qui vient peut-être une fois tous les 10 ans dîner à la maison. Il discute avec ma femme en disant je suis vert, la brasserie va être vendue à un gros groupe. Il connaît pas beaucoup de monde de la brasserie. Il se trouve que ça reste quand même une petite brasserie familiale qui veut se positionner. Mais bon, en tout cas, il voit son bébé partir. Bon, bref, on se couche et puis ma femme me dit le soir, attends Alban, demain tu rappelles Thierry, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc à faire. Je dis attends, c'est bon, c'est vendu. Enfin, puis bref, je le rappelle quand même le lendemain matin. On déjeune ensemble sur le resto attenant à la brasserie. Historique, et puis il me raconte un peu l'histoire. On sort du resto, en sortant du resto, je rencontre Mathieu Lepoutre, que je connaissais pas, sur le parking. Thierry nous dit vous avez peut-être des choses à raconter. Mathieu me fait rentrer, il me fait visiter la brasserie, et il me dit par contre on est mardi, il me faut une réponse samedi, quoi. 4 jours pour prendre la décision.
Et puis on discute avec ma femme et je rappelle Mathieu samedi, j'ai allez banco, on y va, quoi. La décision a été prise en 5 jours et aujourd'hui bien nous en a pris parce qu'on s'éclate et on a bien développé l'entreprise en l'espace de 8 ans et c'est vraiment une belle histoire sympa, quoi. Tu nous l'as dit, la brasserie Moulin d'Ascq se développe assez facilement parce qu'elle est un peu la seule sur ce marché du bio et elle arrive petit à petit au maximum de sa capacité sur le site historique. Donc va y avoir 2-3 années de sous-traitance d'une partie de la production jusqu'à ce nouveau bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui qui a été inauguré en juin 2021, la nouvelle brasserie Moulin d'Ascq, toujours à Villeneuve d'Ascq, un bâtiment assez exceptionnel parce que ça rentre aussi dans la dynamique de l'entreprise, l'empreinte qu'on laisse à la planète, enfin c'est toute une philosophie. Ouais, alors en fait, on a déménagé pour 3 raisons. On s'est posé la question, après un certain temps, de se dire finalement, est-ce que c'est une course-poursuite au volume? Est-ce qu'il faut toujours se développer ou pas? Ou est-ce qu'il faut essayer de regarder un peu ce qui se fait de manière transversale, intégrer la filière et autres? Et la décision qu'on a prise, c'est de se dire, c'est trop dommage, effectivement, de ne pas continuer à développer cette entreprise. Donc on déménage pour 3 raisons. La première, elle est évidente, c'est l'augmentation de capacité de production. On avait une capacité limitée à 6500. On en faisait à peu près 10 000 déjà à l'époque, donc il fallait qu'on bouge. La deuxième raison, et une des plus importantes, c'est l'amélioration de l'empreinte environnementale. On avait un bâtiment à l'époque qui avait déjà été construit en normes HQE, mais qui n'était plus du tout dimensionné par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et à la production qu'on avait. Donc on a vraiment travaillé ce bâtiment avec un architecte spécialisé en conception de bâtiments HQE. Enfin, à l'époque, lui d'ailleurs avait, pour ceux qui connaissent, construit l'usine Pocheco à Forêt-sur-Marque, qui est une usine qu'on peut visiter, qui est vraiment un exemple en termes de conception de bâtiments écologiques. Donc c'est pour ça qu'on l'a retenu. Et donc on a réfléchi vraiment de A à Z comment est-ce qu'on pouvait limiter l'empreinte environnementale sur la conception du bâtiment, mais également sur le process. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Alors des petites choses simples, mais par exemple pour récupérer les eaux de pluie, pour alimenter toutes les chasses d'eau, les arrosages extérieurs, on a des bassins de décantation des eaux, on traite tous les effluents de la brasserie avec une mini station d'épuration avant de renvoyer ça justement à la station d'épuration. Donc on temporise les températures des eaux, on sépare les matières sèches des matières liquides, on régule le pH des eaux avant de les renvoyer en station d'épuration. On installe des panneaux solaires qui vont produire 22% des besoins d'énergie de la brasserie. On a fait appel à énormément d'entrepreneurs locaux. Par exemple, sur le lieu où on se trouve ici, le bardage en bois, c'est du bois d'Aulne qui vient des Hauts-de-France. Il y a eu vraiment une réflexion globale, en plus de toute la logique d'entreprise sur le développement durable. Ça fait longtemps maintenant qu'on livre nos clients sur des camionnettes qui roulent au biogaz. Là, on a une camionnette maintenant qui roule à l'électrique. On a une réflexion forte depuis maintenant 2019 sur la réemployabilité des bouteilles. Alors il y a bien sûr des brasseurs dans le Nord qui le font depuis toujours. Je pense à Castellin, à Troismont qui n'ont pas arrêté la consigne et c'est top. Nous, depuis 2019, on essaie de remettre vraiment en selle ce projet et ça y est, ça prend forme et donc c'est génial. Donc il y a toute une réflexion globale autour de la brasserie et ce bâtiment est un exemple. Et donc la troisième raison pour laquelle on voulait déménager, c'était aussi de créer un lieu de vie. Et là, on est ici dans ce bar qui accueille du monde tous les soirs. On avait vraiment besoin de montrer notre métier, de pouvoir avoir des retours clients en direct, de pouvoir le faire vivre. Et c'est assez génial de pouvoir le vivre comme ça tous les jours, quoi. En 99, l'aventure commence avec Mathieu Lepoutre et un employé. Aujourd'hui, vous êtes une vingtaine au sein de la brasserie, dont 5 personnes en production, 4 personnes qui s'occupent du bar, des gens qui s'occupent de la partie administrative, commerciale. Vous produisez en 2022 10 500 hectos. On en est où là? On est dans une vitesse de croisière. On peut encore faire plus? La capacité de production de la brasserie aujourd'hui, elle est autour de 18 000 hectolitres telle qu'elle est configurée. Après, on peut encore ajouter des fermenteurs. On a une réserve d'extension du bâtiment, donc évidemment, on peut faire davantage. Mais on fera davantage à partir du moment où c'est une production raisonnée et qui a du sens, quoi. Donc on ne va pas aller tout azimut. On ne cherche pas à faire d'exportation. Une bouteille de bière, il faut qu'elle puisse être livrée en France. Il faut potentiellement qu'elle puisse être reconditionnée à la brasserie ou en tout cas chez un brasseur qui utiliserait la même bouteille que la nôtre. Donc c'est pas du volume à tout prix, mais la capacité de production, évidemment, on en a et on va quand même essayer d'aller en chercher. Donc ça serait faux de dire l'inverse. Donc des projets sympas, il y en a. Ouais. Et justement, le projet de la consigne, ça a généré un changement notable chez Moulin d'Ascq. C'est, bien sûr, il faut des étiquettes qui utilisent une colle hydrosoluble pour faciliter le nettoyage, mais surtout, vous avez laissé tomber l'historique bouchon-liège. Ouais. Effectivement, alors juste pour revenir rapidement sur ce projet, en fait, en mars 2019, on intègre une personne qui vient de faire un changement de carrière également, qui vient de se former sur un master de gestion de déchets et qui vient faire une étude pendant 4 mois sur l'intérêt écologique et économique de la réemployabilité de la bouteille.
Au bout de 4 mois, on est convaincu elle produit une étude intéressante, on est convaincu sur l'intérêt écologique, beaucoup moins sur l'intérêt économique à l'époque. Maintenant, clairement, aujourd'hui, il y a un intérêt économique également, parce que malheureusement, on a subi en 2022 des inflations terribles sur la bouteille, pris l'équivalent d'un près de 13 ou 14 centimes d'impact sur l'achat d'une bouteille vide. Quand il y avait un intérêt écologique confirmé et validé par certains brasseurs, aujourd'hui, il y a également un intérêt économique. C'est pour ça que je suis assez convaincu que la consigne va se développer. Mais effectivement, pour que ça fonctionne, il faut des bouteilles uniformes et il faut accepter de peut-être pas avoir des bouteilles sérigraphiées et en ayant des bouteilles uniformes, il faut prendre les bouteilles qui sont les plus répandues et donc c'est des bouteilles couronne 26, on appelle ça, donc il y a des bouteilles de type belge avec une capsule. Et donc on a fait le choix de pouvoir réemployer une bouteille Moulin d'Ascq chez un brasseur à Aubagne et sans que, pour autant qu'elle soit obligée de revenir dans le Nord. Et donc ça, il faut que ça soit avec une bouteille capsulée plutôt qu'avec une bouteille avec un bouchon liège, même si ça fait peut-être un peu moins artisanal, moins traditionnel et que le conso, peut-être que ça lui a paru un peu bizarre de décapsuler une bouteille alors qu'il a l'habitude de la débouchonner. Mais si on lui explique, je pense qu'il est capable de comprendre, quoi. In fine, quand même, une bouteille bouchonnée, c'est 3 déchets. C'est un bouchon liège qui, alors on peut dire que ça se recycle, mais c'est très très mal jeté, donc c'est très mal trié. C'est du liège, mais c'est de la colle. C'est une capsule quand même au-dessus du bouchon liège et c'est un muselet. Donc c'est 3 déchets qui sont très très mal reconditionnés, très mal triés. Une bouteille capsulée, c'est un seul déchet. Il y a un petit clin d'œil, alors je ne sais pas si on dit météo, ou en tout cas planétaire, dans l'histoire de la brasserie Moulin d'Ascq. C'est que le jour du premier brassin, en août 99, c'était un jour d'éclipse de soleil. Et le jour du premier brassin, en 2021, sur le nouveau site, c'était aussi un jour d'éclipse de soleil. C'est assez incroyable. Ouais, c'est assez génial. Je pense que pour les plus jeunes d'entre nous, on ne va pas s'en souvenir, mais août 99, il y a une éclipse incroyable de soleil. Moi, j'étais en montagne, je m'en souviens très très bien. Et c'est le premier brassin de Mathieu à l'époque. Et en juin 2021, on arrive sur le site, sans trop maîtriser la date évidemment du premier brassin. On démarre le premier brassin, alors j'ai pas la date exactement en tête, mais on brasse et là j'entends à la radio éclipse de soleil aujourd'hui. Et là on discute avec Mathieu, on se regarde, on dit c'est improbable quoi. Improbable. Et donc voilà, donc nous on ne brasse pas les soirs de pleine lune, on brasse uniquement les journées d'éclipse quoi. Mais donc l'éclipse, c'est le signe de la naissance de la brasserie et de sa renaissance. Ouais, on peut le voir comme ça, c'est assez beau. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on fasse une bière qui s'appelle Eclipse, ça peut être sympa quoi. Nous poursuivons notre découverte de la brasserie Moulin d'Ascq avec Benoît Dervaux. Bonjour Benoît. Salut Olivier. Tu es responsable de la production à la brasserie Moulin d'Ascq, une brasserie dans laquelle tu es arrivé en 2009. Oui, c'est ça. Après une expérience de quelques années chez les 3 brasseurs, j'ai rejoint donc Mathieu Lepoutre en 2009 et puis l'aventure se poursuit depuis. Voilà, ici tu te trouves sur le tout nouveau site de la brasserie qu'on a démarré donc en 2021. Un jour d'éclipse. Je vois que tu es au courant. Effectivement, c'était pas voulu parce que quand tu es en phase de démarrage d'install, c'est pas le genre de choses que tu regardes, mais le hasard a bien fait les choses puisqu'effectivement c'était un jour d'éclipse, le 10 juin 2021. Toi qui as connu l'ancien site et puis aujourd'hui le nouveau, à part la taille des marmites, qu'est-ce qui a changé ? Le bâtiment. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pris le temps de dessiner un bâtiment pour y faire notre activité production de bière. Alors que, si tu veux, l'ancien site est un site dans lequel on n'avait pas du tout prévu d'y faire de la bière. Donc les sols n'étaient pas adaptés, les hauteurs de plafond n'étaient pas adaptées non plus. Voilà, on a vécu tout ce genre de contraintes quand même depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on a bien pensé les choses, on a un beau sol carrelé avec des pentes, des caniveaux en inox et puis des hauteurs sous plafond adaptées, ce qui fait qu'on a pu se payer des fermenteurs avec des formats plus standards que ce qu'on a connu auparavant. Voilà, on peut profiter de tout ça et puis dans un bâtiment très lumineux qu'on a voulu quand même respectueux et donc aujourd'hui je pense que ça se sent sur le format du bâtiment, l'environnement qu'on donne aux équipes pour travailler sereinement de manière épanouie quoi. Je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Ouais, alors moi ce que je te propose c'est de commencer en suivant le processus de fabrication. Donc on va aller près de la malterie, là où on prépare les grains. Alors tu as dû le voir je pense à l'extérieur en arrivant, on a un silo qui contient le malt Pilsen. Et donc j'aime bien en parler parce que si tu veux, ça fait partie des grands changements entre l'ancien site et le nouveau site. Sur l'ancien site,
pour faire un batch, on allait déplacer une trentaine de sacs de 25 kilos sur le dos pour remplir notre trémie. Et ben aujourd'hui, grâce à ce genre d'équipement, c'est tout ce poids, toute cette ergonomie finalement qu'on apporte dans le quotidien du travail qui a été remplacée. Donc on a cette cellule à l'extérieur qu'on remplit aujourd'hui à peu près tous les mois et demi, 2 mois, selon le rythme de production. Tout ce malt est acheminé ensuite selon le besoin dans cette salle, qui est donc la malterie. Donc dans cette salle, tu vas retrouver des petites trémies à malt spéciaux dans lesquelles on va incorporer des céréales comme le blé, les maltes spéciaux colorés comme tout ce qui est caramunique qu'on utilise beaucoup pour faire nos bières ambrées. Ensuite, une trémie principale où on va piocher le volume de Pilsen à l'extérieur et qu'on vient tamponner dans cette première cellule. Une station Big Bag pour nos maltes Munich. On utilise pas mal de Munich dans nos recettes. Et donc, dès lors que je demande une préparation de recette au niveau de l'automate principal, eh bien, je viens piocher les volumes de grains dont j'ai besoin pour faire cet assemblage. Et donc, tous les grains traversent le concasseur et ensuite la mouture concassée vient être tamponnée dans la cellule à mouture qui est sur peson. Et dès lors qu'on a le poids de malt mixé pour la recette programmée, on a un signal qui nous renvoie au niveau du PLC principal. Voilà, je suis prêt pour lancer le brassage du jour ou la séquence de brassage de la journée. C'est quoi le PLC ? Bon, le PLC, c'est l'automate, l'ordi central, si tu veux, qui gère toute la partie programmation des opérations de brassage, le pilotage de nos fermentations. C'est un peu le cerveau qui connecte les équipements entre eux. Voilà. Alors une fois que le malt est concassé, dès qu'on rentre en phase de production, depuis donc l'ordinateur de bord, on va lancer l'opération de brassage. Donc on va incorporer donc la mouture concassée dans un mix d'eau à température et à pH précis, régulé, quoi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va transporter par un système de convoyage. C'est en fait un système de chaîne en boucle fermée qui, avec un espace de galets, va transporter par petits paquets la mouture jusqu'à ce qu'elle tombe dans la première cuve de brassage. Donc là, en fait, si tu suis le cheminement, tu as tout le circuit qui est en l'air, suspendu, jusqu'à la première cuve de brassage. Et donc là, dès lors qu'on lance la séquence, on est parti pour une séquence de 7-8 heures de brassage, je crois. On a 4 cuves pour 4 opérations différentes qui sont la phase d'empâtage. Donc c'est donc la phase où on va réaliser le mix de la mouture avec l'eau à température et à pH régulé. Dans cette phase-là, l'ambition c'est quoi ? C'est de dégrader l'amidon, sucre principal dans la céréale, en sucre fermentescible et non fermentescible. Augmenter en tout cas réduire la viscosité de ce mélange pour le rendre prêt en fait à la filtration. Donc la deuxième cuve, c'est la cuve filtre. Cuve filtre où on va séparer donc le solide du liquide. Le liquide, lui, est pompé, donc soutiré vers la cuve de cuisson, tandis que la drèche, elle, une fois rincée et en fait appauvrie les sucres, cette drèche, on l'évacue automatiquement à l'extérieur du bâtiment. Là aussi, encore une belle avancée technologique par rapport à l'ancien site, c'est que maintenant les drèches, elles sont expulsées automatiquement par un système de dédrêchage automatique. Avant, on était encore, on effaçait le fond de cuve et puis on allait extraire les drèches manuellement. En tant que brasseur, dans son quotidien, c'est quand même des choses assez magiques quand tu changes d'outil, quoi. Le mou filtré, lui, donc passe en cuisson. La cuisson, donc on vient faire bouillir le mou un certain temps pour évaporer un peu d'eau, certes, mais pour le stériliser et aussi assister au premier versement de houblon pour amériser et aromatiser la bière pendant cette phase de cuisson. Et enfin, une dernière cuve qui est donc le whirlpool, qui a lui plutôt fonction de séparation de la phase donc solide. Et aussi, c'est une fraction de protéique qu'on vient piéger à ce moment-là. On isole cette fraction qu'on appelle le trub, qu'on ne souhaite pas envoyer en phase de fermentation. Donc le trub, c'est tous les résidus, peut-être de céréales, de houblon. Voilà, c'est donc le grain que tu n'as pas réussi à piéger à la filtration que tu as soutiré, effectivement. Tu peux retrouver des écorces à ce niveau-là.
Mais c'est aussi donc les houblons, nous on les introduit en pellet. Donc en fait, selon les volumes versés à la cuisson, effectivement tu vas réussir à concentrer tout ça à cœur de cuve, tout ça vient se compacter. Et puis j'ai envie de dire aussi une phase de protéique en fait, qui vient en fait t'assurer de ne pas retrouver ces troubles colloïdaux que tu as dans le produit fini, si tu veux. Donc ça, tu viens le piéger à ce moment-là. En tout cas, c'est l'ambition de cette étape-là. Si ça ne réussit pas, tu colmates, tu bouges tes filtres, etc. Tu peux retrouver ça en pied de cuve après. Mais bon, certains disent que c'est quand même intéressant. Et c'est vrai d'avoir malgré tout une petite partie de trub qui passe vers la fermentation. C'est finalement des nutriments intéressants que tu apportes à la levure. Donc tout se joue sur les réglages. C'est une histoire de réglage, la brasserie. Voilà. Benoît, on se retrouve au pied des fermenteurs, ouais. Dans ce que tu appelles la cave. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est plutôt un terme que tu retrouves beaucoup chez les vignerons, la cave, mais aussi chez les brasseurs en fait. Tu peux même trouver des offres d'emploi en brasserie pour être caviste. Caviste, c'est quoi ? C'est le technicien de brasserie qui s'occupe de faire les sanitations, les détergences de cuve, les traversages, les transferts, toutes les opérations qui concernent en fait la bière une fois qu'elle est en fermenteur en fait. La cave chez Moulin d'Ascq, elle est un peu disparate en termes de format de cuve. Et tout ça s'explique parce qu'en fait, sur ce site, on a démarré les premiers brassins tout en étant encore en activité sur l'ancien site. Donc tu as les très grands fermenteurs qui sont là, qui ont des capacités de 90 hectos, qui ont été achetés avec l'équipement neuf pour pouvoir démarrer. Et puis après, à peu près 2 mois de démarrage ici, on a donc stoppé l'ancien site et rapatrié les fermenteurs qu'on avait de l'autre côté. Et donc ces fermenteurs-là, ils ont vraiment une allure un peu spéciale, ils sont très fins, très hauts. Normalement en brasserie, quand tu fais dimensionner un fermenteur, il a un diamètre, une hauteur, tu as un rapport, ça se calcule, voilà, et ça doit répondre à des normes comme ça. Et nous, on n'a pas du tout fait ça. On a donc des fermenteurs fins, très hauts, qui ont certainement un effet pas négatif, en tout cas, sur nos fermentations, qui fonctionnent très bien. Et donc, tu en as qui font 60 hectolitres de capacité, tu en as qui font 40 hectolitres, et puis on a conservé les tout premiers, les tout petits de 20 hectolitres. Donc, il y en a une qui date de 99, qui est encore là. Et ces toutes petites, aujourd'hui, elles nous servent à y stocker de la bière pour remplir nos unitanks au bar, ou alors on fait des tout petits batchs un peu plus travaillés pour des demandes clients, ou pour des choses un peu plus fun quand on fait des petits essais, quoi. Donc ici, tu as une belle activité de fermentation, tu as un fort taux de CO2, je ne sais pas si tu peux le sentir. Alors attends, on va rapprocher le micro. Effectivement, ça bulle. Ça bulle à fond. Ouais. De manière assez classique, nous, on travaille selon les bières, donc à 5 souches de levures différentes. Pour notre gamme Moulin d'Ascq, on travaille avec du levain frais qui nous est donc fourni, propagé par l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. On a un engagement avec eux là-dessus, donc ils conservent notre souche, ils nous la propagent sur commande. Nous, ça nous permet d'entretenir des fermentations sur la gamme Moulin d'Ascq avec cette levure qui aura vraiment cette typicité. C'est vraiment ça l'identité de la gamme Moulin, c'est cette levure qui l'amène, quoi. Ce côté ale belge, fermentation haute. Ensuite, on travaille une levure de blanche qui vraiment permet de développer ces arômes très très sympas sur la blanche. On a une levure plutôt pour nos demandes clients assez standard de chez Fermentis. Et puis pour la EMI, on travaille une levure de chez l'Allemand, le Peach Philly Sour, pour faire ces fermentations spéciales avec production d'acide lactique. Donc voilà, selon les recettes, on a des fermentations qui vont de 3 à 15 jours carrément, selon le profil de bière. Puis une phase de garde où on va tomber soit très rapidement à 1 degré ou alors par palier selon qui est mis en contact avec du houblon ou pas. Et puis phase de maturation à froid qui va, on va dire, de 7 à 15 jours selon la période de l'année.
Bien sûr, notre souche Moulin d'Ascq, on la repropage régulièrement sur toutes nos fermentations et on va pousser jusqu'à X générations, en fait, le réemploi, quoi. Toutes nos bières ne sont pas centrifugées, ça va vraiment dépendre du profil recherché. Après centrifugation, les bières sont stockées en ce qu'on appelle tank de bière filtrée ou BBT selon ce qu'on veut bien dire. Voilà. Et puis une fois stocké dans ces cuves-là, on passe à l'étape de ma mise à disposition pour le conditionnement. Donc le conditionnement, nous, soit il est en fût, et donc pour le fût, on recarbonate la bière pour la rendre pétillante. Et sinon, pour la bouteille, là, on va réintroduire une dose de sucre et une dose de levure de refermentation qui est spécifique, là aussi, pour avoir vraiment la prise de mousse souhaitée dans la bouteille. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Benoît, que nous as-tu préparé ? Alors, je te propose d'abord peut-être commencer par une incontournable qui est la Moulin d'Ascq blonde, fondatrice de la brasserie, l'incontournable, j'ai envie de dire. Et puis alors après, ce que je te propose, c'est de passer en revue notre gamme 1000, la toute nouvelle gamme donc de la brasserie, plutôt typée craft, avec Amy Mill qui est une sweet pas, donc une sour wheat IPA. Ensuite, Woody qui est une blonde belge boisée. Igor Mill qui est une brute IPA. Et puis Jack, la dernière, donc, qui est une black IPA. Voilà. Une belle gamme qui va nous faire voyager, je pense, en termes de saveur. Et puis donc, on commence par la blonde. On y va. Visuellement, un beau jaune paille avec une belle clarté, mais un petit peu voilé blanc, assez typique de la blonde. On a une mousse généreuse, assez dense quand même, je trouve. Puis une belle pétillance. À l'image des bières belges. Moulin d'Ascq, c'est ça aussi, on n'hésite pas à avoir des bières bien carbonatées, plus que la normale, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans mes bières, j'ai envie de dire à moi préférées, tu vas retrouver des traditionnels belges très très saturés. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup que je retrouve dans la Moulin d'Ascq. Au nez, évidemment, on a les arômes de notre levure qui sont bien présents, mais aussi la blonde, c'est donc des notes miel, céréales qui ressortent fort. Et puis j'ai envie de dire aussi donc, des arômes un peu supérieurs de fermentation. Voilà. Donc en bouche, on a quelque chose d'assez doux finalement. On a une sucrosité quand même résiduelle sur la blonde. Et puis une amertume à peu près à 20 IBU. Donc ça fait quelque chose de très facile à boire, qui est plutôt grand public, qui est plutôt très très accessible. Deuxième dégustation. Alors on passe à la gamme 1000 avec le premier personnage qui est Woody. Donc Woody Mill, c'est une Oakwood Ale, une blonde belge aussi, avec notre levure souche Moulin d'Ascq, donc fermentation haute. À côté fermenté plus chaud pour avoir un peu le côté fruité de la levure. Et puis donc une finition en garde par une infusion sur copeaux de chêne, chauffe light et médium. Dans cette gamme, j'ai envie de dire, c'est la plus accessible en termes de repères bière, puisqu'on est sur une bière qui a les fondements d'une bonne blonde belge et puis une petite touche boisée. Une bière avec une teinte un peu blond foncé, teintée un peu plus foncé parce que justement le bois, quand on passe cette bière-là en infusion, le bois vient colorer légèrement. On a une mousse aérée, une pétillance un peu plus faible que sur la gamme Moulin. On a le caramel et la vanille en fait, et puis le malt. Donc on a un nez assez gourmand en fait, et on retrouve donc un peu le côté miel caramel quoi. On bouge donc d'abord caramel un peu sucré, vanille. Et puis alors quand ça se réchauffe sur le fond de la bouche, on a un petit côté boisé qui apparaît et qui est vrai plutôt léger sur ce produit. On va dire qu'au global, on a quelque chose de très très buvable qui est proche d'une blonde belge, mais voilà, avec une petite rehausse, un petit peps de caramel vanille quoi. Troisième dégustation, Amy Mill,
Donc Amy Mill, c'est une Sour Wheat IPA. En gros, Amy Mill, donc, on utilise la Philly Sour de chez l'Allemand pour une fermentation mixte, où en début de fermentation, on va produire de l'acide lactique. On va avoir un pH qui tombe à peu près à 3,8, 3,9. Et puis ensuite, production d'alcool. Donc sur la Amy, on atteint un degré d'alcool de 5,1. En termes de céréales, donc on est à peu près à 35% de blé sur cette bière. On a donc une bière en fin de fermentation qui est dry hoppée au citra. On est à peu près à 8 grammes litre de citra en dry hop. Voilà, produit très travaillé pour le coup chez nous, puisque c'est une bière qui va passer beaucoup de temps en cuve. Finalement, la fermentation avec la Philly Sour est longue. Et puis voilà, ce dry hop qui vient embellir en tout cas le profil. Donc en fait, on est sur quelque chose en termes d'acidité qui est très accessible, puisqu'on n'est pas très acide comme d'autres. On a une rondeur, une belle sucrosité qui reste, qui mariée en fait au dry hop, fait qu'on a un produit hyper accessible en fait. Et ça, on s'attend vraiment à un gros succès pour l'été, puisqu'en fait, ça fait partie des produits qui au fût sont très très demandés. On est très très clair, jaune très très clair, voilé blanc. Pareil, là, on n'a pas une carbo très forte sur ce produit-là. Une belle mousse fine, très dense, puisqu'en fait, l'apport de blé se fait noter là, à ce niveau-là. On a le côté franc du citra qui est présent, mais on a aussi donc l'acidité qui est là. En fait, on a quand même quelque chose d'assez caractéristique de la bière acide houblonnée, quoi. Donc très très sympa au nez, très fleuri. Et puis l'agrume du citra qui sort déjà, quoi. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on a l'acidité sur les papilles là, qui vient marquer très fort. L'acidité plus le pétillant qui donc vient vraiment exploser en bouche, et puis l'aromatique du houblon qui est fort présente, quoi. Et alors en fond de bouche, on a quelque chose finalement qui est peu amer, puisque sur cette bière, on a un très faible versement finalement à la cuisson. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est pas très persistant en fin de bouche, donc qui appelle à la deuxième gorgée. Très petite pépite de la gamme 1000. Quatrième dégustation. Troisième personnage de la gamme 1000, Igor. Alors Igor, c'est quoi ? C'est une brute IPA. On est à 8 degrés en alcool, pure malt pils sur celle-ci, fermentée avec la souche Moulin d'Ascq. Et donc brute parce que, en fait, au brassage, on incorpore une enzyme spécifique qui vient dégrader l'amidon pour ne faire que du sucre simple. Et donc sucre simple fermentescible, pour le coup. Donc, ce qui fait qu'on arrive, si tu veux, en fin de fermentation, à une atténuation complète du produit. Donc, zéro sucre résiduel en fin de fermentation. Donc, on annonce carrément un zéro plateau fin de fermentation. Produit très sec et en plus, un houblonnage à la cuisson assez léger. On est uniquement à 20 IBU sur cette bière. Et IPA parce que on a un dry hop un peu comparable en termes de dosage à celui de la Amy. On a eu 8 grammes litre aussi. Et là, le houblon choisi, mis à l'honneur, c'est le Sabro. Sabro, un des plus récents proposés en houblon américain aromatique, bio. Parce que tous les houblons de la gamme 1000 sont bio, toutes les matières premières d'ailleurs. Et donc celui-là, sa particularité, c'est que avec un dry hop, on obtient des notes fort connotées coco, litchi. Voilà, c'est les principales caractéristiques. Donc bière blonde, limpide, même brillant. Une belle carbo, une belle mousse onctueuse. Alors on est tout de suite l'attaque du Sabro, très puissant, hyper expressif comme houblon. On sent que ça, d'ailleurs. Et puis ouais, j'ai dit, donc litchi, coco, mais aussi un peu abricot mûr, quoi. Donc voilà, c'est un peu le mariage
complet. Ouais, très puissant. Alors on bouche. Voilà, on passe vraiment sur la catégorie bière charpentée forte, parce que là on sent bien les 8% d'alcool. Peu amer, mais très aromatique. Le gros dry hop vient donner une touche un peu de sucrosité finale comme ça, donc très buvable, mais méfiance quoi. 5e et dernière dégustation, la Jack Mill, c'est la Black IPA de la série Mill. Exactement, Jack, Black IPA à 7 degrés d'alcool. Donc sa particularité, Jack, c'est donc l'incorporation de malt très torréfié. Alors non pas à l'empâtage, mais assez tardivement en fait, jeté pendant la filtration, plutôt même quasiment à la fin en infusion, pour avoir vraiment une extraction de la couleur et non des arômes café très marqués et astringents. Donc voilà, l'ambition de ce produit, c'est d'aller chercher de la couleur, mais pas cette astringence liée au grain très cuit, quoi. Fin ébullition, on a un très gros versement aussi en late hopping de houblon. Donc cette bière-là, elle est fermentée avec la souche moulindasque aussi. C'est une bière qu'on va réussir à atténuer à 3,5-4 plateaux résiduels, donc on a encore beaucoup de sucre finalement résiduel sur cette bière. Et ça c'est voulu parce qu'en fait on a une très grosse amertume sur cette bière, et donc on va chercher un équilibre amer-sucré, et le tout rehaussé par un gros dry hop aussi. Donc en fait on a quelque chose de très gourmand, assez peu marqué café, même si on retrouve ces notes-là, café, chocolat au nez et en bouche, mais très léger. Pas d'astringence en bouche, et puis une forte présence de houblon. Donc grosse aromatique dessus. Donc quelque chose de très gourmand, et puis finalement qui reste très buvable. Donc allez, on va ouvrir pour déguster. Hop. Donc là visuellement, on est bien sur la promesse. Produit noir, opaque, mousse crémeuse un peu brunâtre comme ça, très épaisse, très dense. Donc ouais, c'est assez chouette à regarder comme ça comme produit. Alors on a ce mix houblon café chocolat comme ça, hyper présent et généreux en fait. Donc on a envie de goûter tout de suite rapidement. C'est pas très agressif en bouche parce que on a une sucrosité qui est bien présente. Et alors en bouche, on a, de manière assez surprenante, en fait, on n'a pas l'explosion café-chocolat comme on peut retrouver au nez, mais on a quelque chose de très, très buvable, très lisse en bouche, très facile à boire, et un bel équilibre, quoi. Allez, santé! Benoît, on vient de faire connaissance avec les différents personnages de cette gamme Mill. Il y a un 5e personnage qui existe déjà, c'est Ariane. Oui, Ariane existe déjà. Je ne peux pas te la faire goûter pour le moment, elle arrivera plus tard dans l'année. Alors Ariane, elle a déjà un petit peu vécu, il y a 2-3 ans je crois, sous une version, elle est plutôt session IPA, single hop, avec un houblon qui s'appelle Ariana, d'où le nom de Ariane. Alors Ariana, c'est un houblon de chez Hopsteiner qui est assez récent, qui en dry hop sort pas mal de notes pamplemousse, mais vraiment très 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 sympa comme houblon. Et du coup on avait imaginé ce personnage-là autour de ce houblon. Bon voilà, le temps passant, on se rend compte que le style et le produit rentreraient difficilement à la gamme 1000. Donc là, on est en pleine réflexion sur ce que sera Ariane quand elle sortira. Alors on a des idées, mais c'est pas encore arrêté. C'est à l'étape du test, j'ai envie de dire. Donc, mais faut rester connecté. C'est une bière qui arrivera cet été par là, quoi. Ce sera déjà Ariane 2 en attendant Ariane 5. Voilà, Ariane 2 à venir. Merci à Alban de Coster, Benoît Dervaux et à toute l'équipe de la brasserie Moulin d'Ascq pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas également de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici
là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.